Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben là. Ben là. Et cette semaine, j'ai un invité que j'affectionne tout particulièrement. Ben là. Ben là. Ouais, dans cet épisode, on va prendre le temps de parler de l'entrepreneuriat sous un autre angle. Tu sais, un parcours d'entrepreneur, c'est pas toujours atypique, ça se fait pas toujours à l'école, t'es pas obligé d'aller à l'université ou de faire une technique en comptabilité et gestion pour être capable de développer tes skills en entrepreneuriat. Et des fois, ça vient par des passions, ça vient par des intérêts qu'on a. Et cette semaine, on a la meilleure personne pour nous en parler, en fait, pour nous présenter un peu ce genre de profil-là. Alors, je vais vous présenter notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, comme invité de la semaine, il s'appelle Jesse Lavallée. Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour la belle invitation, Benoît. C'est vraiment gentil. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps de venir puis de me relancer aussi. On s'est parlé un petit peu, je pense que c'était cet été. Oui, ça fait au moins, je pense que c'est même à l'automne passé qu'on s'était parlé, que tu m'avais lancé l'idée. Ouais. J'ai fait go parfait, on va avoir un super de bon moment pour ça à un moment donné. Exactement. Et c'est là que ça se passe. Et c'est là que ça se produit. Pour ceux qui ne connaissent pas Jesse Lavallée, dans le fond, il est réalisateur à Énergie 94.5 et à Rouge FM, ici à Saguenay. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 18 ans maintenant. 18 ans. Ma plus longue relation à vie. À vie, en plus, tu viens de prendre la majorité professionnelle. Oui, c'est vrai. Je suis considéré comme un senior dans mon métier maintenant. Ben oui, ben écoute, félicitations. Puis de toute façon, je me souviens à tes débuts quand tu as commencé. Dans ce temps-là, tu travaillais aussi avec Claudio Mbézi, je pense. Oui. Claudio, qui était un vieux de la vieille. Et là, finalement, je pense qu'en tout cas, il a pris d'autres horizons. Et là, tu as occupé ce poste-là. Mettons que j'avais des grosses chaussures à chausser avec Claudio parce qu'il était un réalisateur qui était excessivement talentueux et même reconnu pas mal partout au Québec. Là. Oh oui. Alors moi, le petit cul qui est arrivé là, qui avait pas fait ATM, puis qui était juste DJ, c'était comme OK, là, on s'enligne dans quelque chose de gros. Mais gars, vois-tu, ça a bien été. Ça fait 18 ans que je suis là. Parlons-en de ce volet-là. DJ, t'es DJ, le surnom DJ Parasite. Donc, c'est encore actif, ton surnom? Je pensais pas que t'allais m'enligner là-dessus, mon toi. Ben oui, encore. Encore? Oui, beaucoup moins, je te dirais, beaucoup moins actif parce que je mixe beaucoup moins parce que je fais autre chose présentement. Je suis vraiment plus dans l'organisation d'événements. Là. Mais il existe encore à l'intérieur de moi ce pseudonyme qui est quand même assez spécial parce que c'est des amis qui m'ont nommé de même au début des années 2000. Comment ça? C'est parce que t'étais un parasite, c'est quoi? C'est à peu près ça. OK. C'est genre le gars qui avait presque pas d'équipement DJ puis qui il commence à mixer puis là il veut jouer devant du monde. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène son équipement puis tout ce qu'il peut y avoir de fil possible puis il se branche dans tous les kits de son de maison possibles dans les home parties. OK. Et là, à un moment donné, il y a un de mes chums, Jean-Denis, entre autres, qui me dit « Écoute, man, t'es un vrai parasite, toi, hein? » Puis c'est resté, j'ai fait « Oh, wow, quel nom incroyable pour un DJ! » OK. Non, mais j'avoue que c'est très innovateur. Tu parles que dans le fond, tu as commencé à faire de la musique avec plein d'outils comme ça qui n'étaient pas nécessairement professionnels. Ça vient de où, ça, ce désir de faire jouer de la musique puis de la mixer comme ça? Ça vient quand même de loin. Là. Ça vient de la radio étudiante à la polyvalente de la baie. J'étais étudiant en 95, 96 à peu près. Et à cette époque-là, je m'étais inscrit à la radio étudiante parce que j'avais tellement de musique à partager, j'avais tellement le désir de pouvoir faire jouer du bon rock le matin à 8 heures dans la salle étudiante. Okay. Et c'est parti de là. J'ai fait ça pendant 2 ans de temps. Puis ça l'a stagné quand même assez longtemps. J'ai toujours resté un mélomane. Et ensuite, je te dirais, à la fin des années 90, début 2000, j'ai commencé à fréquenter des événements de type rave, after hours. Et là, j'ai découvert vraiment, là, ça m'a complètement passionné de voir ces techniciens des platines jouer avec des vinyles, 3 tables tournantes en même temps. Si on se met en contexte, aujourd'hui, les gens mixent beaucoup des MP3 avec un contrôleur, un ordinateur. On appuie sur un bouton, les chansons se synchronisent d'elles-mêmes. C'est quand même assez facile.
Et là, à cette époque-là, il n'y avait rien de tout ça et c'était seulement des DJ avec des tables tournantes et des disques vinyles qui devaient synchroniser tout ça à l'oreille. Fait que ça m'impressionnait bien gros de les voir suer des oreilles comme ça dans les soirées. Puis je suis tombé en amour avec la musique underground à ce moment-là. Je connaissais pas beaucoup la musique électronique, à vrai dire, à part les hip-hop qui jouaient le Eurodance des années 90. Que j'aimais pas du tout à cette époque-là. Okay. Et lorsque j'ai découvert la musique underground électronique, là, j'ai découvert plus que la musique, mais un mouvement global, underground, qui touchait un peu plus à mes racines de rocker, un peu plus punk au niveau de l'attitude. Okay. Fait qu'à partir de là, c'est ça. À partir de là, ce que j'ai fait, c'est là que je suis devenu le parasite. C'est que j'ai commencé à m'acheter de l'équipement lentement, mais sûrement. Puis éventuellement, j'ai réussi à avoir des gigs, dans le fond, des soirées. Dont dans un after hours qui s'appelait le Funky House à l'époque à Jonquière. OK. J'ai été résident à cet endroit-là. Ça m'a permis de m'acheter des disques vinyles, du matériel plus professionnel. Et de fil en aiguille, cette passion-là ne m'a jamais vraiment quitté là, jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on développe un style quand on est DJ? Dans le sens que, tu sais, comme là on va différencier quand même deux choses. On a le DJ traditionnel qui pose des tunes, Ouais. mais un DJ comme toi qui prend le temps de travailler ses sets, qui veut transmettre quelque chose, comment est-ce qu'on peut se définir un peu comme ça, le fameux DJ parasite, là, comment est-ce qu'il s'est défini dans le temps? Justement, le parasite, là, il vient aussi en partie du son, c'est-à-dire de la personnalité musicale que j'allais chercher. Je pense que la différence entre les DJ de club, là, vraiment, là, parce qu'il y avait vraiment deux types de DJ là, à l'époque. Tu as les DJ de club, les DJ de rave, là, underground. Il y avait aussi, où on peut dire, les DJ de disco mobile. T'sais. Je pense qu'il faut ne pas avoir aucune pression, je te dirais, de la part des équipes de gérance pour se trouver un style. Okay. C'est-à-dire, puis c'est ça qui les événements rave nous permettaient, les after hours aussi, c'est que les gens, les promoteurs, ils venaient te chercher avec, grâce au son que tu as, genre à ta personnalité musicale, ton énergie derrière les tables, et ça t'amène à ne pas t'arrêter à être un plus, comment je pourrais dire, on appelle ça une espèce de crowd pleaser, c'est-à-dire, t'as pas l'obligation de devoir faire boire le monde dans un bar, tu sais. Entre autres, là, dans une discothèque, c'est quand même ça. Fait que là, il faut que tu joues des hits du top 40. Fait que, tu sais, au niveau créatif, il y a un certain, là, je te dirais, entonnoir qui se fait dans le monde des clubs et aussi dans le monde des discos mobiles, évidemment. Et c'est bien correct, là. Moi, j'ai fait des trois, là. J'ai fait de la disco mobile aussi, puis j'ai fait du club. Mais c'est vraiment le fait de jouer dans des événements underground avec des promoteurs qui ont confiance en toi puis qui te laissent aller musicalement, que j'ai pu justement aller chercher le son que je voulais. Puis je te dirais, le son que je voulais puis que j'étais intéressé, il était vraiment pas très populaire à cette époque-là. Aujourd'hui, on en entend beaucoup, mais c'était très électro, mon son. Et puis, ce son-là, électro, c'est un son qui est un peu plus sale, un peu plus... comment je pourrais dire, un peu plus punk comme attitude électronique sur les bars. Fait que c'était en lien aussi avec mon surnom de DJ Parasite. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Écoute, on est tous des artistes. On est tous des créateurs. Moi, je pense qu'on a toute cette étincelle-là artistique en nous autres. C'est juste qu'il faut s'écouter, il faut prendre le temps de la laisser s'exprimer, mais il faut apprendre à se connaître. Fait que oui, je suis un artiste, comme tu es un artiste aussi. Ouais, mais tu sais, c'est parce que la question se pose souvent, parce que tu sais, les fameux DJ, tu te dis, bon, quelle catégorie de DJ, en fait, qu'on a à faire? Puis, tu sais, il y en a des pousseux de tunes, mais il y en a effectivement qui se sont développés un art à travers ça, avec l'échantillonnage, avec tous ces volets-là que la technologie offre aujourd'hui. Toi, est-ce que tu en fais un peu d'échantillonnage? Est-ce que tu as abordé ça dans ton art? Oui, j'ai produit quelques chansons, quelques remixes qui sont sur une plateforme présentement. On peut les écouter sur SoundCloud. Là. OK. C'est plate, j'aurais dû en sortir. Je pense que je vais couper, là, puis je vais nous en mettre un extrait. Sans problème. Sans problème. Parfait, tu me l'autorises? Je te l'autorise. Parfait, donc voici le premier extrait.
Et un deuxième extrait. C'était l'extrait à notre ami Jesse. Merci pour ton art. Là, on a parlé de ce volet-là. Depuis maintenant un petit bout, tu produis. Tu produis des événements. Ouais. Et là, dans le fond, je voudrais juste que tu me clarifies quelque chose. Est-ce que Événement, c'est le nom de tes productions ou est-ce que c'est le nom de l'entreprise que vous avez lancée pour créer vos événements? Oui, tu parles d'entrepreneuriat, puis oui, à l'époque, j'étais mon propre entrepreneur, tu sais, comme disc jockey, comme travailleur autonome, d'une certaine manière. Et puis, avec les années, ben c'est ça, tu sais, éventuellement, je suis venu qu'à travailler à la radio. Et j'ai mis un petit peu plus l'entrepreneuriat de côté. On est travailleur, on veut bien faire notre travail, on veut apprendre les choses comme il faut, fait qu'on met beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Oui, puis on s'entend que ton travail, dans ce que tu fais comme producteur et réalisateur de publicité, ça demande, là, c'est pas facile. Il faut que tu gères les animateurs, il faut que tu développes des concepts, il faut que tu trouves les bons sons. C'est exigeant. Exactement. Vous faites une job, notamment toi, tu fais une job d'agence, là, on va se le dire. Oui, c'est comme une petite agencette qui coûte pas cher. Oui, non, mais c'est parce que ça, là, c'est typique, je pense, pour le marché du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que quand des fois, tu entends dans d'autres stations, tu n'as pas le même niveau de production d'énergie Rouge FM. Puis ça, moi, de mon souvenir, ça a tout le temps été ça. Puis quand on écoute les pubs régionales, puis écoute, je te lance des fleurs, on sent que, tu sais, il y a des choses qui sont... Puis je sais que vous travaillez avec les représentants, tu sais, il y a quand même des gens qui peuvent collaborer à ça, mais... Crime, vous faites une belle job. Ben merci. Puis c'est pour ça que j'ai été quand même longtemps à mettre un peu, je te dirais, la carrière de DJ ou la passion. La passion est restée, mais je mettais moins d'énergie, dans le fond, à travailler sur ce côté-là de moi-même. Mais dans les dernières années, éventuellement, on vient que... comme je pourrais dire, on navigue comme un poisson dans l'eau dans notre métier. Et puis, tout ça m'a apporté à finalement créer une OBNL pour faire des événements. Okay. Mais ça s'est fait, là, comme tu dis, là, tu voulais savoir événement. En fait, événement, là, ça se trouve être le nom d'une série d'événements qu'on a créé, moi puis mes amis, qui avons créé ensemble une OBNL pour faire ces événements-là. OK. Parce que événement, c'est vraiment les événements qu'on fait dans le parc Rosa-Gauthier, mais tout ça, c'est sous l'égide des productions Boré, l'OBNL qu'on a créé pour faire ça. OK. Donc, événement, c'est combien d'événements, dans le fond, qui sont produits? Jusqu'à maintenant, on en a fait plus d'une dizaine depuis 2021. En 2021, on en a fait un, style projet pilote. Ensuite, on en a fait entre 4 et 5 à chacune des étés, là, c'est-à-dire 2022 2023, pour essayer, tenter le marché, voir s'il y a de l'intérêt, se monter une équipe aussi, parce que ça se fait pas tout seul, ces affaires-là. Là. Mais là, on parle d'événements pour situer les gens qui comprennent bien. Oui. Si on se présente dans un événement au Parc Rosa-Gauthier, quand vous les annoncez, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend? Ben écoute, moi, là, quand j'ai starté ça en 2021 là, avec mes chummés, là, tout ce qu'on voulait, c'était se faire un petit pique-nique de musique électronique bien ordinaire, ce qu'il y a de plus simple dans le milieu du parc Rosa-Gauthier. Pourquoi le parc Rosa-Gauthier? J'habite ce quartier-là, ça fait partie de chez nous. Deuxièmement, je veux vraiment faire vivre ma communauté. Tu sais, je veux permettre à ma communauté de s'approprier ce parc-là, de le vivre. C'est un maudit beau parc, tu dois le connaître. Plus ou moins. Non, j'ai jamais été, mais je te promets une chose, c'est que je vais m'organiser pour y aller. Non, mais pour vrai, là, je vais être franc avec toi, là, c'est le plus beau parc de ville de Saguenay. Ah ouais. C'est pas une joke, là. Puis tu sais, je dis pas ça parce que c'est mon quartier, là, mais c'est genre le seul parc qui a encore des gros pins matures qui ont plus d'une centaine d'années, là. Ah ouais. Tu sais, genre, on est protégé par la canopée. T'as vraiment l'impression d'être... tu sais, t'entends pas beaucoup les bruits de la ville. C'est quand même assez filtré par les arbres. T'as vraiment l'impression d'être dans un gros parc urbain. Puis, ça fait un peu ésotérique, là, mais je trouve qu'il y a une belle énergie dans ce parc-là. On se sent bien, puis je me suis toujours senti bien à cet endroit-là.
Fait que je me suis dit, puis je trouvais qu'il n'était pas utilisé, donc je me suis dit, ben écoute, c'est ça qu'on fait. On se fait des pique-niques là. Sauf que faire des pique-niques sur un terrain de la ville avec un kit de son, ça demande un petit peu de logistique et surtout d'avoir des permissions de la ville de Saguenay. Il faut que ça soit organisé. Là. Absolument. Fait que c'est là qu'on s'est dit, bon, on veut-tu vraiment faire ça? Oui, go. Mais je nous ai lancé dans la construction d'un organisme à but non lucratif. Je me suis monté un conseil d'administration. J'ai appris mon code Morin. OK, c'est bon. Oui. Hey, écoute, il y a plusieurs organisations qui mériteraient de travailler avec le Code Morin, je pense. Mais pour vrai, là, je m'étais dit, on va starter ça tellement d'une manière, comment je pourrais dire, officielle, là, que ça va nous permettre éventuellement d'avancer dans le temps, de laisser des traces avec les procès-verbaux, des conseils d'administration, aller chercher des membres, puis ensuite aller chercher des subventions. Tout à fait. Parce que nous, le but là-dedans, c'est on veut propager la bonne nouvelle de la musique électronique, c'est-à-dire on veut propager notre art. On veut le partager, mais on veut aussi que les citoyens puissent avoir un endroit bien à eux, qu'ils se sentent bien et que ça reste gratuit. Okay. Et là, le but de l'OBNL, c'est ça, c'est de ramener de quoi de positif dans la communauté. Et évidemment, il faut aller chercher des sous pour ça. T'sais. Fait que ça nous amène à présentement ce qu'on est en train de faire. Là. On peut peut-être en parler tantôt, mais c'est sûr on est en train de se monter une campagne de financement. En fait, elle est commencée, la campagne de financement participatif là, présentement. Okay. Avant de parler de votre volet financement, écouter de la musique électronique dans un parc, ça doit représenter quand même des défis techniques importants parce que là, de ce que tu me racontes, les gens, dans le fond, arrivent, ils en profitent. Donc, des fois, tu peux te ramasser avec 60 personnes comme tu peux te ramasser avec 300. Donc, comment est-ce qu'on aménage ça sur le plan technique? Tu parlais de la ville, il faut avoir des permissions, tout ça, mais une fois que tu as obtenu ça, sur le plan technique, c'est quoi les défis? Parce que, puis je contextualise ma question parce que, tu sais, veux pas, il faut que tu sortes ton kit, il faut que tu aies de l'électricité, tu sais, il y a plein de choses. Donc, ça demande du jus, ça demande du bénévolat. Comment est-ce que vous y prenez pour offrir quelque chose qui est bon et qui sonne bien? Là? Bien, c'est pour ça que pendant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, justement, on a fait seulement 4 événements par été. Okay. On est allé à tâtons. Je me suis toujours dit, c'est une entreprise d'une certaine manière. Là. Cette entreprise-là, on va la faire à dimension humaine en fonction des ressources qui sont disponibles. Et de fil en aiguille, on s'est monté une belle équipe de bénévoles. Mais tu sais, genre une solide équipe de bénévoles. À chaque fois qu'on fait un événement, là, on a toujours des personnes qui sont responsables et on parle de plusieurs personnes qui sont responsables et dédiées à s'assurer que tout aille bien là, dans l'événement. Et une chose que je trouve vraiment formidable, les gens sont d'une gentillesse et d'une civilité exemplaire, Benoît. Oh, ouais. À la fin des événements, là, on n'a même pas besoin de ramasser une canette à terre ou un déchet. Tout le monde se ramasse. Le monde se ramasse, sont civilisés. Je pense que ça fait partie justement du mood. Tu sais, dans la musique électronique, on n'est pas... je suis pas là pour dénigrer d'autres styles là, ou quoi que ce soit, mais c'est une musique qui est hyper rassembleuse, qui incite les gens à être tous à battre la même mesure, qu'on pourrait dire. Oui, c'est vrai. C'est un bon exemple. Et ça a un effet positif parce que les gens qui viennent, ils sont tous à la même longueur d'onde. Ça s'installe, ça mange, les flots, ils dansent. J'ai tellement des petites familles qui viennent. Là. C'est vraiment beau avoir des petites familles, tu sais, genre dans la trentaine, ils sont à leur premier ou deuxième enfant, puis qu'ils ont le goût de danser, là. Ah oui, d'avoir du plaisir. Ben oui, sauf qu'ils font ça où aujourd'hui? Tu sais, on danse où là, en 2024? Là? C'est quand même assez... Puis jusqu'à quelle heure? C'est vrai. Puis la danse, tu sais, veux pas, c'est rassembleur. Absolument. Tu sais, c'est un moyen d'expression. Là. Tu sais, c'est pas juste de dire on danse, puis on n'est pas obligé d'être professionnel, on peut juste bouger. Tu sais, aussitôt que tu vois quelqu'un danser, tu sais, ces réseaux sociaux, là, des fois, tu vois le monde danser, puis il trippe, puis tu souris. Il n'y a personne qui a de l'air fou, même s'il y a de l'air fou. Je sais pas si tu comprends. Ben oui, mais la musique électronique, c'est ça que ça apporte aussi. C'est une liberté de mouvement que ça donne, tu sais. Puis au niveau logistique, ben c'est ça, tu sais. Au niveau de la sécurité, je te dirais que ça se fait tellement... Tu sais, c'est fou, là, c'est même pas un casse-tête, là. Okay. C'est plus compliqué, dans le fond. Le plus gros problème logistique qu'on a, là, c'est la température. OK. C'est ça. On est soumis aux aléas de Mère Nature à l'extérieur. Hey, l'année passée, là, je ne sais pas si vous vous rappelez,
l'espèce d'orage de grêle qui a détruit quasiment là, le petit Saguenay. Là. Mhm. Mais quand ça a passé ici, ça a passé le samedi. Nous, on avait notre événement le dimanche. Et là, je suis devenu un spécialiste de météo média. Écoute, je suis sur le radar du lac Castor et je vois arriver les orages pendant que la programmation se déroule. Et là, je commence à capoter un peu là, parce que, Christy, là, il y a des super de grosses cellules orageuses qui arrivent. Puis là, je pense juste à la veille, là, qu'est-ce qui est arrivé. Puis s'il faut que ça arrive là, on est dans la merde. Tu sais, l'année passée, en fait, c'est arrivé, c'était le 3 juillet là, qu'on avait fait notre premier événement. Il y avait 250 personnes sur place. On s'était installé un super de chapiteau, genre, qu'on peut fermer. Mais éventuellement, il est arrivé vers 7 heures, il s'est mis à éclairer. Ah oui, il s'est mis à avoir des éclairs. Puis là, on entendait ça gronder. Mais pas de pluie, rien pantoute. Sauf que sur le radar, ça s'en venait direct sur nous autres. J'ai pas eu le choix d'arrêter tout. T'sais, j'ai pas eu le choix de demander aux gens, écoutez, là, gang, là, je vais vous péter votre bulle. Il y en était 250 en plus. Le monde devait être déçu un peu. Là. Hey, les gens étaient déçus parce qu'en plus de ça, ça a passé en vent. Ah ouais. Ouais. Mais ça, là-dedans, dans ces défis-là, avec la température, si, mettons, c'était pas des cellules orageuses avec des éclairs, tout ça, il n'y aurait pas moyen de célébrer la pluie dans ce genre d'activité-là? Mais on l'a fait. Vous l'avez fait? Ah oui. Ah ouais? En fait là, les 4 événements qu'on a fait cet été, là, le premier, le dernier, il a fait super beau. OK. Puis les 2 dans le milieu, là, genre fin juillet puis début août, il y a plu. Okay. Il y a plu, mais on l'a fait pareil, avec des petits chapiteaux par-ci par-là, parce que c'était pas des gros orages. C'était pas risqué, parce que il faut penser qu'on a de l'équipement. Là, c'est sûr. On a genre 25 000 pièces d'équipement sur place. Là. Mais c'était pas dangereux pour ça. T'sais. Fait que les gens, on a eu quand même 30-40 personnes qui sont venues, puis qui ont dansé sous la pluie ou sous les chapiteaux. Puis éventuellement, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait que sur l'heure du souper, tout ça se dégage tout le temps. Okay. Mais là, dans les heures, parce que là, tu parles de 17 heures, l'heure du souper. Quand on parle de pique-nique, donc vous commencez à quelle heure? Une journée type de votre événement, c'est quoi? 3 heures. 3 heures? 3 heures à 10 heures à peu près. OK. Ouais. Ah ouais, jusqu'à 10 heures? Ah ouais? 10 heures gros max, là. OK. Puis c'est comme parfait comme heure. On a du monde pour tous les goûts. Là. Puis le monde travaille aussi le lendemain s'ils ne sont pas en vacances dans cette période-là. Il y a ça aussi, tu sais, le côté sécurité. Là, il s'autogère aussi de lui-même de cette manière-là parce qu'il n'y a pas personne. Il y a moins de chances que quelqu'un l'échappe un dimanche soir parce qu'on travaille que le samedi ou le vendredi. Tu sais. Ça, dans ce genre d'activité-là, vous avez le droit de prendre les gens ont le droit de prendre de l'alcool? Ben oui, c'est autorisé dans les parcs. Okay. Je pense même, oui, dernièrement, la loi s'est comme officialisée ou quelque chose de même. Là. C'était depuis la pandémie, je pense, qu'ils nous avaient autorisé ça. Mais exact. Là, ils le maintiennent, s'aperçoivent que finalement, ça tient en route. Ben oui, ça tient en route. Les gens sont civils, puis sauf qu'il faut toujours avoir quelque chose à manger. Tu peux pas... En fait, la législation... La twist, c'est le pique-nique, finalement. Oui. Je viens de comprendre. Fait que tant que tu as quelque chose à manger, je sais pas, ça peut être tes crottes de fromage avec une bière. T'es correct, tu sais. Mais les gens l'apprécient beaucoup. Puis, tu sais, là, ici, là, on est tout émerveillés. C'est nouveau. Là. Il y a plein de places dans le monde que les gens ont le droit de prendre l'alcool dans les parcs. Là. Écoute, pensons juste à Las Vegas. Là. Ben, c'est ça. C'est genre en pleine rue. En pleine rue, 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, ici, là, je pense que c'est vraiment c'est une bonne affaire. Là. Mais, tu sais, ça fait pas partie du concept. On n'avait pas pensé à ça. Je sais. Jesse, je veux t'amener sur le volet socio-financement parce que, tu sais, dans le fond, c'est un événement gratuit, peu de subventions, tu sais, vous avez de l'aide un peu, je présume, mais tu sais, ça ne doit pas être faramineux. Beaucoup de bénévolat. Tu sais, c'est du monde qui y croit, qui amène leurs équipements, tu sais, kit de son, tout ça, veut pas, ça coûte. C'est sûr que pour démarrer un événement, c'est le fun d'avoir du bénévolat, mais tu sais, il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Donc, quand on parle de socio-financement, je sais que vous avez lancé une campagne à ce niveau-là pour vous donner un coup de main. Les gens qui décident, en fait, avant d'aller dans pourquoi qu'on vous aiderait, dans le fond, comment est-ce qu'on organise ça, une campagne de sociofinancement, puis pourquoi on décide de faire ça? Bien, avant tout, parce qu'on n'est pas assez vieux comme organisme pour aller chercher certaines subventions. Fait que de cette manière-là, on est comme un peu pris là, au dépourvu parce qu'on n'a pas de source de financement, mis à part vendre des services. C'est sûr que là, l'année passée, on a réussi quand même à vendre quelques services, c'est-à-dire on a pu se produire au Festival des spiritueux, entre autres. Ah.
c'est nous qui faisions la musique dans la zone événement, qui était OK. comme une zone plus appropriée pour se détendre, s'arrêter, prendre un verre. Il y avait de la fausse pelouse à terre, tout, avec notre bannière. Fait que c'est comme ça, c'est le genre de service qu'on peut offrir et vendre pour se financer. Mais c'est sûr que les gens en arrière qui offrent ce service-là, moi entre autres, mon ami James, Mélanie, on le fait bénévolement pour l'organisme. Fait que ça, c'est des sources de financement qui sont Donc, ils vous disponibles. engagent, cachet, vous versez ça à l'événement, Exactement. à l'organisme pour financer ce que vous Là, allez en faire. fait, c'est ça. L'organisme charge directement à l'événement, dans le fond, puis c'est comme ça qu'on a pu se financer un peu l'année passée. Puis tout ce qui est logistique, kit de son, c'est tous nos appareils personnels à nous autres. Ensuite, c'est ça. C'est quand même, tu sais, on n'a pas beaucoup de sources de financement jusqu'à maintenant. Puis là, cette année, après avoir vraiment tâté le terrain, on s'est rendu compte que l'idéal, c'est de le faire à tous les dimanches. À tous les dimanches. Oui. Ça veut dire on en a au moins 8, là. On en a au moins 8 OK. à tous les dimanches de juillet et du mois d'août parce que c'est un rendez-vous. On veut que ça soit un rendez-vous. On veut que les gens se cassent pas la tête puis qu'ils se disent « Hey, Ah, il y en a-tu un, il n'y en a pas un. c'était ça, les 2 derniers. » Puis c'était correct de même. Là, c'était correct de même. On faisait des tests. Là. Mais là, si on veut vraiment, je te dirais, atteindre là, l'apogée de notre mission, là, c'est un événement à tous les dimanches. Pas compliqué, pas besoin de se casser la tête à savoir c'est quelle date, pas besoin de faire une panoplie d'événements puis de publicité non plus, parce que ça, c'est une autre affaire qui est excessivement lourde, là. Tout ce qui est réseau social, publicité, à ça fait. demande terriblement de temps, puis c'est tout du temps qu'on met bénévolement. Là. Tout ça, là, c'est nous autres. Là. Fait que c'est pour ça que cette année, on s'est dit, OK, là, on joue le tout pour le tout et on fait ça à tous les dimanches et on s'enligne sur une campagne de financement participatif avec OK. la ruche. On a trouvé que c'était la plateforme qui était la plus intéressante de ce côté-là. Qui est une plateforme québécoise aussi. Ben oui, c'est Desjardins qui a financé ça, cette plateforme-là. Et puis, comment est-ce qu'on décolle ça? Je te dirais, ça demande d'avoir un très bon, un très bon plan dans le sens qu'il faut que tu saches exactement où c'est que tu t'enlignes. C'est quoi l'essence de ton événement? C'est quoi la mission de ton événement? Pourquoi tu veux faire ça? Et qui tu vas rejoindre comme public? De quelle manière tu vas réussir à donner, à recevoir des dons, puis à peut-être donner des contributions pour ces dons-là aussi, rendre ça intéressant, t'sais. Parce que oui, c'est bien correct, là, on peut donner 20-30$ sur une plateforme, mais c'est cool en maudit d'acheter de la merch, de la marchandise, en fait, puis d'avoir des sous pour, d'avoir des sous pour ça. Fait que c'est tout. C'est quand même beaucoup de, je te dirais, de travail en arrière-plan pour arriver à un résultat d'une campagne sur la ruche. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plateforme est vraiment bien faite. Là. C'est une plateforme, puis il y a du service en masse aussi là, du côté des conseillers là-bas. Là. Numéro 1, Stéphanie Léveillé Duval, OK. entre autres. Là, Donc là, merci. c'est sûr que ça doit ajouter aussi à la crédibilité de l'événement. Parce oui. que, tu sais, dans le fond, quand tu es sur une plateforme comme La Ruche, ben là, à ce moment-là, tu sais que c'est québécois, tu sais que normalement, parce que, tu sais, des fois, il faut quand même que ça soit sécuritaire. Donc là, un événement sérieux, un organisme sérieux sur ça. Donc, les gens qui contribuent, ils vont de quelle façon? Parce que ceux qui sont intéressés, qui nous écoutent, je pense que ça vaut la peine de donner un coup de main. Donc, même à ça, je mettrai le lien sur la description du balado. Avec les gens, si des fois vous voulez venir donner un petit coup de main, quelques dollars, donner un coup de main, tout ça, parce qu'on sait très bien que, premièrement, vous vous en mettrez pas dans les poches, parce que des fois, il y en a qui vont faire ce genre de choses-là pour... mais effectivement, le volet tout social de ça. Si des fois, par exemple, la ville, je te pose la question, si des fois la ville de Saguenay décidait de dire, ben, écoutez, on aime ça ce que vous faites, puis on va vous subventionner, mais vous allez faire ça au moins dans un parc dans chaque arrondissement de la ville, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible pour vous autres? Ben oui, mais tellement. Tellement, c'est parce que, tu sais, oui, le parc Rosa-Gauthier, parce que ça fait partie de ma communauté proche, mais tu sais, je veux dire, tout ce qui est possibilité aux gens de se, de se rejoindre ensemble, là, de tisser des liens communautaires. Carrément. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on y pense pas, là, mais c'est hyper important de se connaître entre voisins, genre, première des choses. Ben, des fois, il y a des voisins que tu ne veux pas trop connaître, mais ça, on n'en parlera pas. Mais tu sais, moi, l'idée, là, je ne l'ai pas pris de n'importe où non plus. Tu sais, je veux dire, mon parrain habite à Montréal depuis des années. Puis quand je vais chez eux, là,
La fin de semaine, là, je me promène en vélo, puis je passe au Parc Molson, La Fontaine, puis je vois les gens, genre les petites familles, puis le monde avec le barbecue qui prennent une bière, qui mangent ensemble, puis tu sais, le voisinage se rassemble dans les parcs là-bas. Oui, c'est Ils vrai. ont ces habitudes-là parce qu'ils n'ont pas de terrain, tu sais. C'est vrai. Ils n'ont pas de place. Il n'y a pas de place. Ici, écoute, tout le monde a des grands terrains, Ah puis, oui. mais c'est pas vrai que tout le monde en a non plus. Parce que dans ce quartier-là, en haut, là, dans le district 10, là, il y a plein de blocs appartements, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ces gens-là, ben, on leur donne l'opportunité justement de sortir, de se rencontrer, puis de tisser des liens ensemble, puis briser l'isolement aussi. Là. Tout à fait. Tu sais, on a bien beau tout être connecté là, avec le web, là, mais on l'est pas tant que ça. C'est ça. On est connecté sans être connecté. C'est comme un pléonasme. Là. Oui. Mais tu sais, tu dis, je peux parler à tellement de monde, mais quand tu les vois en vrai, ils viennent pas te voir. Oui, t'as peur quasiment. Puis toi non plus, tu dis, vas-tu me reconnaître? Ah ouais, c'est Non, vrai. mais c'est un peu Fait que, ça. tu sais, si on a l'opportunité d'aller dans d'autres parcs, hey, c'est un gros go. Là. C'est bon. Ben Ouais. écoute, Jesse, on va espérer que notre balado d'aujourd'hui va vous permettre justement de donner un coup de main. Moi, je pense que, écoute, Ben Lala va aller faire son petit tour au moins un dimanche avec sa petite famille, qui est rendue un peu plus grande. Là. Fait que là, il y en a un qui va avoir 18 ans bientôt. Mais écoute, ça n'empêche pas que, même si on n'est pas dans le quartier, on peut y aller, je suppose. Ben oui, c'est ouvert à tout le monde. Puis de quelle façon qu'on vous rejoint? Avez-vous une page Facebook là, par rapport à ça? Oui, sur Facebook, vous cherchez événement Saguenay. En fait, événement, c'est le latin d'événement. OK. Fait que ça s'écrit pas mal d'une manière, je te dirais, hyper simple, EVENMA, événement OK. Saguenay. Sinon, vous allez sur la ruche. Vous allez chercher événement aussi sur la ruche. Vous allez pouvoir nous trouver facilement C'est bon. et contribuer à notre campagne. Là. Les sous, là, c'est pas compliqué. Là. La majorité des sous vont aller pour donner des cachets aux artistes. Puis j'aimerais remercier tout le monde qui est venu l'année passée. Là. Tout le monde qui est venu jouer l'année passée sont joués bénévolement. Là. Non, c'est... Puis c'est le fun parce que ça nous permet aussi d'avoir le feedback, de se dire « Hey, Christy, là, il se passe de quoi? Là? Si ces artistes-là m'appellent pour venir jouer bénévolement, c'est parce qu'ils ont du fun à cette place-là. Là. Ça, c'est Ils ça. sont heureux de pouvoir partager leur musique, leur art à cet endroit-là parce qu'ils savent qu'il y a du monde qui sont là puis qui sont là pour l'écouter. Là. Tout à fait. Une grande partie des sous vont aller de ce côté-là, du côté de la publicité, parce que présentement, là, ce que je me rends compte, c'est que le monde ne savent pas qu'on existe. Non, mais c'est drôle parce que le monde, il se fie aux réseaux sociaux. Mais tu sais, les médias traditionnels, tu sais, comme la radio, les journaux, tu sais, même la télé, c'est des médias qui fonctionnent encore. C'est juste qu'il y en a qui ont perdu de la portée. Mais la portée qui se perd, c'est parce que les gens la consomment différemment. Quand je dis consomme, je te donne un exemple, tout le streaming, il y a de la radio qui s'écoute bien plus en ligne maintenant que sur les ondes. Parce que c'est les moyens qu'on utilise pour maintenant les consommer. Bref, je ne veux pas en faire une grande... Mais comme tu dis, l'enjeu, effectivement, la publicité, communiquer aux gens, tout ça, par les réseaux traditionnels, puis aussi par les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ça ne fait pas toute la job Ben non, c'est ça. Fait qu'on on va travailler là-dessus Mais beaucoup. ça ne sera pas le gros du budget qui va être dans la publicité. Là. On Non, va parler à ben Nadine non. là-dessus. Là. Ça va être important. Là. Les cachets, la publicité, l'équipement de sonorisation aussi, parce que là, présentement, oui, on prend tout notre équipement, mais on doit en louer quand même une petite partie. Les Fait que assurances aussi, je Si on l'achète, les assurances, c'est excessivement dispendieux parce que là, en plus, on en fait le double d'événements, c'est vraiment plus cher. Ensuite, je vous dirais, créer un petit fonds de roulement aussi, là, ça peut être, c'est quelque chose qui va être intéressant, tout dépendant si on réussit à atteindre notre objectif. Puis là, je tiens à dire aux gens que l'objectif qu'on a présentement là, de 8400 $, là, écoutez bien, là, c'est le gros hic avec la ruche. OK. C'est si on n'atteint pas notre objectif, on n'a pas une scène. OK. Ça, c'est un gros... Ça, c'est vraiment... Ça fait mal. C'est plate, hein? Ouais. Tu peux pas... si tu es à 6 000 $, faut que tu atteignes vraiment ton objectif. Exactement. C'est 60 jours la durée de la campagne qu'on a choisi. Fait que, Il reste combien de temps, là? il en reste 55, quelque OK, chose. c'est assez frais. Oui, c'est frais. Puis on a à peu près, après-midi, j'ai regardé, on avait 1600 $ de ramassés là, OK, depuis une semaine et demie à peu près. Là. c'est bon. Ouais. Ben écoute, Jesse, on va vous souhaiter d'atteindre votre objectif. Vous êtes bien parti. Ben, merci. Puis on espère que la communauté de Ben Lala va pouvoir vous donner un petit coup de main. Merci, Benoît. Mais merci d'avoir pris le temps. C'était super intéressant de nous exposer, entre autres, ce volet entrepreneurial, implication, passion, artiste et tout ça. J'espère que les gens l'ont apprécié. Merci beaucoup.
Alors, c'est ce qui complète notre épisode de Ben Lala. En tout cas, du moins, j'espère que vous avez apprécié cette découverte de Jesse qui fait partie de mon réseau et que je voulais vraiment qu'il vienne vous parler de son vêtement, de ses affaires. Alors, je vous invite à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, benlala.ca et tout ça sur toutes les plateformes. Alors, mes très chers amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!